hein, a été coupé, donc je reprends le direct. J'allais finir en montrant l'hôpital des femmes de Ponzi, ainsi que, après le Ghana, les pillages des minéraux que les Chinois font. Et après, j'allais finir, mais on m'a coupé. Donc, je reprends la vidéo, mais c'est pas fini. Reprise de la vidéo. Voilà. On ne coupe jamais un tir. Non. Car c'est moi qui paye l'Internet, l'électricité. Pourquoi on me coupe? Non. Pas ça chez moi. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Donc nous avons écouté le tube. Maintenant nous allons passer à la vidéo qui n'était pas finie. Hein? Donc on m'a coupé et je reprends. Voilà. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because
it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protest. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see come into fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well.
In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are set to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that his cobalt will come from North American sources, yet there are 0 active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I help to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines coming into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered 2 astounding facts. 1, cobalt is mostly a byproduct of nickel, copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. 2, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely. Since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well. Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com
cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this 3-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step 1, make people aware of this. Step 2, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step 3, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Donc nous avons suivi. Maintenant, les viols en RDC. Très très important. Les viols. Hôpital de Panzi. Depuis près de 20 ans, c'est un point d'ancrage pour les femmes victimes de viols en République démocratique du Congo. L'hôpital Panzi à Bukavu, dans l'est du pays, le lieu où elles reçoivent des soins indispensables pour le corps et pour l'esprit. Or, depuis avril 2016, les victimes et les médecins qui tentent de les sauver ont été livrés à eux-mêmes sans sécurité. Ce que nous demandons, c'est que compte tenu de la spécificité de l'hôpital de Panzi, nous demandons une protection qui doit être permanente, puisque avec des patrouilles qui sont très espacées, on ne peut pas savoir quand le danger arrive.
Distingué à l'étranger pour son action sans égale et son combat, le célèbre gynécologue a fini par lancer un appel solennel, lui qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat en raison de son refus de garder le silence sur les crimes commis en RDC. La MONUSCO, lorsqu'elle était ici, vraiment, on se sentait en sécurité parce qu'on se disait, voilà, nous sommes avec des militaires, c'est tous les militaires pakistanais qui étaient ici. On se sentait vraiment en sécurité. Mais lorsqu'ils sont partis, on s'est posé la question, pourquoi ils sont partis? Pourquoi les casques bleus de la mission de stabilisation de l'ONU ont-ils déserté les lieux? Les activistes sont perplexes. Nous pensons qu'avec 1,4 milliard de dollars là, et qu'on n'est pas en mesure d'assurer une sécurité permanente au sein de l'hôpital qui accueille de femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi au sein même de l'hôpital où est logé le docteur Mukwege, qui est un fervent défenseur des droits de l'homme, ça me paraît, moi, un scandale, et c'est un scandale auquel on doit mettre fin. Ces appels ont, semble-t-il, été entendus. Il y a quelques heures, le docteur Mukwege nous informait d'un retour de la protection de la MONUSCO à l'hôpital Panzi, en espérant que cela dure. Voilà. Donc nous avons vu l'hôpital de Panzi, nous allons suivre autre chose de l'hôpital de Panzi, toujours hôpital de Panzi. Les femmes violentées sexuellement, oui. On va suivre. C'est très important, l'hôpital de Panzi. La RDC, on viole chaque jour. Ah ouais. On viole les femmes qui donnent la vie. Les femmes qui donnent la vie. On les viole. Et ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de violenter les femmes. Ils aiment ça. À peine rentré à Bukavu, dans l'Est congolais, le docteur Denis Mukwege a repris ses rondes à l'hôpital Panzi. Fondateur et directeur du centre de santé, le gynécologue consacre sa vie à aider les femmes violées. Plus de 30 000 victimes d'abus sexuels ont pu être soignées ici. Mais l'hôpital a été vivement secoué en octobre dernier suite à un événement, la tentative d'assassinat à l'encontre du docteur Mukwege et de sa famille. Le gynécologue a été attaqué par des inconnus armés, ce qui l'a poussé à quitter le pays. Mais en RDC comme à l'étranger, des millions de personnes se sont immédiatement mobilisées pour dénoncer cette tentative d'assassinat. Ma décision de revenir à Bukavu a été motivée. Ma décision de revenir à Bukavu a été motivée par le fait que j'étais déterminé à poursuivre le combat contre les violences sexuelles qui se déroulent dans l'Est du Congo. Qui se passe à l'Est du Congo. La deuxième raison a été la détermination des femmes congolaises, de RDC ou de la diaspora. Je crois que ce soit les femmes de la diaspora, que ce soit les femmes. Leur demande et leur appel étaient trop forts pour que je puisse résister. Leur appel était très fort que je ne pouvais pas y résister. Le docteur ignore encore pourquoi des hommes s'en sont pris à lui, mais il en est sûr, c'est bien sa mort qui était désirée. Pour certains médias congolais, la tentative d'assassinat serait une question politique. Denis Mukwege ne manque en tout cas pas de soutien. Le 14 janvier, jour de son retour au Kivu, une foule de sympathisants s'était massée à l'aéroport pour l'accueillir. Nous nous sentons bien parce que toutes les patientes qui viennent ici n'ont plus besoin de rentrer chez elles. Elles peuvent rester et on prend soin d'elles. Mais quand le docteur Mukwege n'était plus là, elles n'ont pas reçu la même attention. Il a fait beaucoup de grandes choses. C'est celle-là, c'est toutes ces patientes victimes de viols et violences sexuelles qui se sentent filles et donc enfants du docteur Mukwege. Et donc son départ a été pour ces malades très douloureux. Et donc la prise en charge physique continuait, mais l'élément psychologique perturbait beaucoup ces malades-là. L'hôpital Panzi a été créé dans la capitale du Sud Kivu en 1999. Il offre, outre les soins physiques et psychologiques aux femmes violées, des aides sociales et économiques pour réinsérer les victimes. En RDC, le viol est devenu ces dernières années une arme de guerre. Si les rebelles s'en servent depuis la fin des années 90 pour effrayer les populations civiles, selon plusieurs ONG, ce ne sont pas les seuls. Les forces armées régulières se livreraient elles aussi à ce type d'exaction. Voilà. Voilà. Donc les viols, c'est bien voulu en RDC. Ils aiment violenter les femmes sexuellement parce que ils ne respectent pas la femme, parce qu'ils sont nés des sirènes. Oui, des sirènes.
Donc nous allons voir Dr Denis Mukwege. Voilà. Et après ça, on ira au Ghana. Non, d'abord les mines en RDC, après on ira au Ghana. Voir comment les Chinois sont en train de voler les minerais au Ghana. Parce que dans toute l'Afrique, hein, il y a des pillages. Hein. Les enfoirés de merde de la communauté internationale, ils sont champions dans le vol. Entières sont en proie à l'anarchie la plus totale. Les femmes sont les premières victimes de ces conflits armés où le viol fait désormais figure d'arme de guerre. Elles sont des centaines de milliers à en être victimes tous les ans. Une Française a décidé de leur venir en aide. Cette Française s'appelle Laurence Fischer. Elle a décidé de s'engager avec la Fondation Panzi auprès de ces femmes en leur transmettant ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire du karaté. Il faut préciser qu'elle est triple championne du monde et convaincue qu'en pratiquant ce sport, on apprend non seulement à se défendre, mais aussi à retrouver confiance. C'est un reportage long format de Katia Clarins, Thomas Nicolon et Bastien Roux. Mettez de la jambe. Allez, à vous de jouer. 2 soirs par semaine, Laurence Fischer entraîne un groupe de karatéka à Puto. Ses élèves mesurent leur chance. Laurence n'est pas n'importe qui. Elle a été 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe, 11 fois championne de France. Retirée de la compétition depuis 2006, elle entraîne la relève à sa manière, avec cœur et caractère. Et si j'enchaîne, tout de suite il faut être présent sur le tatami, tout de suite il faut que vous ayez l'ascendant et que vous marquiez votre territoire. N'oubliez pas, on est aussi à l'instinct, on est aussi à c'est moi le patron et la patronne sur le tatami. Et la patronne. Laurence n'oublie jamais le féminin. Depuis bientôt 15 ans, elle consacre tout son temps libre à la défense des femmes partout dans le monde, en les initiant bénévolement à sa discipline. Elle a fondé l'association Fight for Dignity, Combat pour la dignité. Et quand elle n'enseigne pas le karaté de haut niveau en France, elle se rend dans les zones sensibles de la planète. Mes projets sont de transmettre, et en particulier de transmettre aux jeunes femmes qui sont dans des situations compliquées, des jeunes femmes vulnérables, pour qui le karaté pourrait être un outil de reconstruction. Donc c'est les rencontrer, partager la pratique du karaté ensemble, et leur permettre aussi, leur donner des outils pour qu'elles retournent chez elles avec la motivation de transmettre à leur tour. Bonne soirée à tous.
Quelques jours plus tard, Laurence s'envole pour la République démocratique du Congo. Plus précisément Bukavu, sur les rives du lac Kivu, dans l'est du pays. C'est ici qu'a démarré le conflit congolais. Des groupes armés s'y affrontent depuis 20 ans pour s'emparer des ressources naturelles, des mines d'or et de coltan essentiellement. Cette guerre a fait des millions de morts, mais aussi vu l'explosion d'un fléau, le viol de masse, utilisé comme arme de guerre. C'est à la rencontre des victimes de cette tragédie que vient Laurence. Ces femmes sont des survivantes. Ce qu'ont subi nombre d'entre elles dépasse l'entendement. Elles ont été violées et torturées par des troupes entières. Des barbares qui ont introduit en elles toutes sortes d'objets, de produits chimiques, et leur ont même parfois tiré dans l'appareil génital à l'arme à feu. Elles ont trouvé refuge à la fondation Panzi, auprès du docteur Mukwege, un chirurgien gynécologue qui depuis 18 ans répare les corps meurtris par les sévices et aide les victimes à se reconstruire. Dans sa clinique sécurisée, le docteur Mukwege soigne près de 5000 femmes par an et dénonce haut et fort l'impunité des violeurs. Si on n'accepte pas aujourd'hui les armes chimiques, les armes biologiques, on n'accepte plus les armes comme les mines antipersonnelles, comment on peut accepter le viol comme arme de guerre? Notre monde ne réagit pas encore suffisamment fort pour tracer une ligne rouge et dire cette ligne est infranchissable. Quand je pose tout simplement la question aux filles quand elles arrivent dans notre centre de formation, pratiquement toutes me disent, après avoir été violée, le sentiment que j'ai, c'est que je ne suis plus une femme. Et vous savez, arracher à quelqu'un son humanité, ce sentiment d'être humain, et c'est considéré comme un objet ou un animal, je crois que c'est très grave. Ces femmes, elles sont détruites, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Même opéré, le corps met du temps à se remettre, et la tête encore plus. Alors la Fondation Panzi héberge les femmes dans un centre d'accueil, aussi longtemps qu'il le faut. Momentanément protégées dans ce havre de paix, les filles doivent se préparer physiquement et mentalement à affronter un jour l'extérieur et son cortège de dangers et de traumatismes. C'est pour cela que Laurence vient ici régulièrement depuis 3 ans. Ouais, les filles, ça va? On est bien là? Oui. On va s'asseoir dans l'heure? Asseyons-nous. Laurence a apporté des kimonos flambant neufs pour les filles. Elle en connaît certaines, mais chaque année de nouvelles recrues s'inscrivent à son cours. Elles sont aussi en interne, les filles là? Elles sont internes? Toutes? Ah, elles viennent d'arriver. Super. Bon, alors il va falloir qu'on prévoie plus, j'ai pas assez. Est-ce qu'il y a suffisamment de kimonos pour elles aussi après? Oui. Franck Kwebe assiste Laurence quand elle est là. Le reste de l'année, c'est lui qui assure les cours 2 fois par semaine. Alors, je m'appelle Laurence. Je fais du karaté depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai été championne du monde de karaté. Je suis venue ici pour partager mon expérience de karatéka avec vous. Alors, on fait le tour simple, comme ça, ici. Je vois, ça dépasse un peu, là. Et je vais écrire ton prénom comme ça sur ta ceinture. Et après, quand tu partiras, tu donneras ta ceinture à une autre fille. Et elle marquera son prénom dessus aussi. D'accord? C'est important. Allez, salut Hervé. Deuxième salut. Os. Super. On est des chats. On est des lions. On est souple sur les pieds. On est léger. On est prête? Notre ceinture?
On a l'œil du tigre, on regarde tous les nœuds de ceinture et on va toucher. Tac, on y va. Mélangez-vous, partout. Oui. Oui. En leur apprenant le karaté, Laurence veut aider les filles à se réapproprier leur corps. Mais bien sûr, avant tout, à savoir le défendre. Je suis précise, hein, je dis sans longtemps, hein. Faut pas que je fasse à côté. Et après, quand j'aurai fini avec le bras avant, c'est le bras arrière. Bras arrière. D'accord? Ici, au plexus. Ici, le plexus, c'est en dessous des os, des côtes. Et si vous donnez un coup ici, la respiration, il n'arrive plus à respirer. Bien ici. C'est pour ça qu'il faut être précis. Ça va. Franck traduit en swahili et se prête de bonne grâce au jeu de la démonstration. En bougeant mes jambes. Seul homme du cours, il incarne ceux contre qui il faut se défendre. Ceux dont le point faible est entre les jambes. Voilà. Voilà. Et on vise où les filles? On vise là, hein. Alors c'est ici, hein. Eh oui, visez bien, hein. Visez bien, hein. On vise en bas, hein. On vise entre les jambes, hein. Sandra frappe dur. C'est la plus ancienne des élèves. Si tu pratiques les karatés, le peur, ça s'évapore. Tu n'auras plus encore peur. Et aussi, si tu n'as pas confiance en soi, là, tu auras la confiance. Puisque même si toi qui tu sais, il ne peut pas me battre. Je peux lui affronter. Il y a plein de choses qu'on apprend vraiment. Ouais. Elles sont extraordinaires. Je suis plus que fière. Elles m'épatent. Elles sont belles. Elles sont fortes. Elles sont concentrées. Elles prennent tout en si peu de temps. Et par rapport à ce qu'elles ont vécu, moi je suis bluffée. L'admiration réciproque et le fait d'être femme engendrent la confidence. Ici, Laurence n'est pas qu'une sportive, un coach. Elle est aussi une oreille. Quand je fais du karaté, j'oublie tout. Mais après, les idées noires reviennent. Tu sais, quand tu me vois faire des exercices de karaté dans ma chambre, tu penses que je le fais par passion pour ce sport. Mais en fait, c'est pour me changer les idées. Quand elle est arrivée ici, Sandra était incapable de communiquer. L'aide du docteur Mukwege, puis la rencontre avec Laurence il y a 2 ans, lui ont permis de reprendre vie. L'histoire de Sandra révèle un phénomène terrible. 400 000 femmes sont violées chaque année en République démocratique du Congo, qu'elles soient en zone de conflit ou non. Le viol de guerre, comme un cancer, a développé des métastases dans toute la société congolaise. Le crime est de... Vous avez entendu, hein? 400 000 femmes violentées sexuellement chaque jour. C'est bien dit. Alors, pourquoi les Congolais, quand ils font des marches, ils disent 4 millions de femmes violées, 10 millions de morts? Non, arrêtez. 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 Vous avez entendu, chaque jour on viole. Et pourquoi les gens disent 4 millions de femmes violentées sexuellement? Êtes-vous normal? Êtes-vous normaux? C'est plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Parce qu'on viole chaque jour en RDC. On viole chaque jour. Vous voyez le temps que je passe, pour faire les trucs de la RDC. Parce que je veux en terminer avec ce virus. Ce virus qui extermine le peuple au Congo RDC. Donc pas mal, raconte que des bêtises dans les réseaux sociaux. Personne ne parle des femmes violentées. Mais vous qui ne parlez pas des femmes violentées, vous qui ne parlez pas des femmes qu'on viole au Kivu, vous avez des copines, non? Parmi vous, vous avez des copines. Mais est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes normaux?
Personne d'entre vous parle des viols, des femmes qu'on viole, qu'on terrasse au Congo. Vous n'en parlez pas. Vous me faites honte. Et comme j'ai dit, là on est en juin, je vais commencer à dégager pas mal de gens de ma page Facebook. Je vais le faire. Dans mon mur, dans mes 4 murs, je vais commencer à dégager des gens. Je préfère même avoir 5, 6 amis. Oui, des enfoirés de merde. On viole en RDC. Vous parlez des viols? Vous parlez des enfants qui travaillent dans les mines? Est-ce que vous parlez? Mais dans vos poches, vous avez des smartphones. Grâce au sang des Congolais. Oui, vous avez des smartphones. Soyez joyeux, les pauvres connards et connes. Devenu banal et impuni, et touche principalement les femmes les plus vulnérables. Mes parents avaient divorcé quand j'étais encore bébé. J'ai resté avec ma maman, mais à l'âge de 6 ans, ma mère était morte. Elle m'avait laissé avec mon petit frère qui était encore, lui aussi, il était encore bébé, trop bébé pour moi. Et puis par après, lui aussi, il était mort. Je suis restée seule. Recueillie par son oncle, Sandra a grandi pauvre et déscolarisée, jusqu'à l'adolescence et ce jour maudit où un voisin qui prétendait vouloir l'aider l'a attirée dans un piège. Et puis, il a fermé la porte et il a dit, depuis longtemps, j'étais cherchée, mais je n'ai pas eu l'occasion de t'avoir. Et puis, je lui ai dit, j'ai commencé à pleurer, mais même si j'écris, mais personne ne peut pas venir intervenir pour moi. Si j'avais la connaissance du karaté, tout cela, ça ne peut pas m'arriver, mais j'ai eu la connaissance du karaté en retard. C'est ça les regrets que souvent j'ai. Après son viol, Sandra est tombée enceinte. Elle a accouché d'un enfant mort-né. Elle avait 16 ans. Les enfants du viol ne sont pas rares. De nombreuses femmes arrivent enceintes à Panzi. Le karaté de Laurence n'est pas seulement défensif, il est aussi thérapeutique. Il aide celles qui ont été torturées ou ont accouché récemment. Quand vous avez eu l'enfant, ou quand il y a eu la violence sur vous, en bas, ça n'a pas allé bien. Là en bas, ça fait les muscles, ils ont perdu. Ils ne sont pas bien, les muscles. Alors, quand on fait ces exercices, ça permet de sentir en bas, ça permet de bien récupérer après que l'enfant soit venu, ça permet de ne pas se faire pipi dessus, parce qu'il y a les muscles qui vous aident. On y arrive par la respiration. Quand je fais sortir l'air, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre, je contracte ici, je fais remonter. Et quand j'ai plus d'air, je reprends l'air. C'est ça, souffle, 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 souffle. Quand il n'y en a plus, voilà. Et c'est aussi bon pour le karaté. Ça permet ensuite de bien faire les techniques et de toujours se sentir forte. D'accord? C'est votre corps, c'est vous, ça vous appartient. D'accord? Franck est tellement investi dans sa mission qu'il dit souvent « nous les femmes violées ». Il pratique le karaté depuis l'enfance et ne remerciera jamais assez Laurence d'avoir donné plus de sens encore à sa passion. Les cours qu'il donne à la Fondation Panzi lui paient ses études. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus. C'est pour moi une grande fierté de m'entraîner avec les femmes violées pour essayer un peu d'échanger et de contribuer à leur vie future. Notre région de l'Est du pays, il y a toujours eu des guerres, des violences et tout dans nos villages. Et souvent je me disais, qu'est-ce que nous pouvons faire afin que le pays puisse changer et qu'à la fin il n'y ait plus de violences parce que ce sont nos sœurs et nos mamans qui se trouvent au village. Quand j'ai rencontré Laurence, je me suis dit que Dieu merci, ça tombe bien. Et oui, lui il peut me frapper. Donc j'ai toujours mes bras devant moi pour me défendre.
Elle a montré, elle a exposé l'importance du karaté. Une fois vous apprenez le karaté, on ne peut plus vous dérober quelque chose qui vous appartient. Je me sens plus comme quelqu'un qui va les révéler dans le fait qu'elles existent, dans le fait qu'elles sont et qu'elles ont tout en elles en fait. Et ça, quand je le vois dans leur travail, j'ai juste envie de leur dire à travers le karaté qu'elles ont déjà tout et qu'elles sont super fortes. Donc j'espère que j'arriverai à transmettre ça, sachant qu'elles apprennent comme ça. Et donc moi, à côté, je me dis que les championnes, vraiment, les championnes, ce sont elles. C'est pas moi. L'amour qui règne à la Fondation ferait presque oublier à Laurence la violence de l'extérieur. Mais la réalité va s'inviter brutalement. Un gynécologue, le docteur Gildo, vient d'être tué par des hommes en armes. À travers cet assassinat, c'est son ami, le docteur Mukwege, qu'on cherchait à atteindre. Détesté des milices dont il dénonce les exactions, voilà, et du pouvoir dont il fustige l'inaction, le patron de la... Voilà le bon travail que chaque président de la communauté internationale de merde, qui n'est que communauté du son, encourage les meurtres en RDC. Parce que nous sommes dirigés par des barbares. Des barbares. Donc en RDC, chaque jour, il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue. Et ça fait plaisir à la communauté internationale du son. Ça fait plaisir au président Donald Trump. Ça fait plaisir au président Emmanuel Macron. Ça fait plaisir à la reine d'Angleterre. Ça fait plaisir au roi belge. Ça fait plaisir à toutes ces bandes d'enfoirés de merde. Tuer les Congolais. Honte à vous pour les pillages des minéraux. Honte à vous. Car ce qui se passe en RDC, vous le faites aux poules, au Congo-Brazzaville, chez moi. Là où est-ce que je suis né au Congo-Brazza. Vous tuez aux poules. Oui, vous tuez immensément. Ça vous fait plaisir. Toujours avoir les longs bras pour voler les minéraux. Et vous envoyez des musiciens à la con qui sont égales musiciens pour venir chanter en France. Comme si nous on a besoin de danser. Nous on n'a pas besoin de danser. Donnez-nous des flingues et on va buter les dictateurs. Nous c'est ce qu'on a besoin. Si on a pas mal des armes, on va descendre en Afrique et on va buter les dictateurs. Il n'y a que ça. Et ça fait plaisir, hein, grandement, pour ceux qui ont manié les armes qu'ils connaissent. Hein? Voilà la RDC. Pour les pillages de cobalt, coltan, tantale, on tue. Non. Fondation Panzi est un homme à abattre. Entouré de gardes du corps, lorsqu'il se risque, comme aujourd'hui, à sortir de son hôpital protégé par les Nations Unies, Denis Mukwege est une cible difficile. Alors ses ennemis s'attaquent à son entourage, souvent des médecins, comme le docteur Gildo. Je crois que ce métier l'a exposé. Et je crois qu'il faudrait absolument que ceux-là qui donnent la vie, ceux-là qui protègent la vie, soient protégés par ceux-là qui doivent protéger, qui ont le mandat de nous protéger, ils doivent nous protéger. Je crois que notre présence ici, c'est beaucoup plus réclamé que l'impunité cesse en République démocratique du Congo. Voilà. Je veux que ce direct-là, que Emmanuel Macron suive, vu il a ses tablettes, il a ses téléphones, qu'il suive ça pour voir. Hein? Il a reçu Paul Kagame, hein? Au palais de l'Élysée du Son. Il a reçu Paul Kagame. Voilà ce que Paul Kagame fait. Voilà ce qu'il fait en RDC. Voilà ce que Félix Tshisekedi, faux opposant du ventre, il encourage en RDC. Oui, Félix Tshisekedi ne parle pas des viols. Hein? Est-ce qu'il parle des massacres
au Kasaï des fosses communes. Il ne parle pas. Est-ce que Félix parle des enfants violentés sexuellement ou des enfants placés dans des mines? Il ne parle pas. Il ne parle pas. Félix, ce qui lui intéresse, l'argent. L'argent. Avec Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais, mais il détient le passeport congolais. La honte. Vital Kamerhe, ce n'est pas un Congolais, mais il détient le passeport congolais. La honte. La pratique du Congo est pour Laurence un concentré d'émotions contraires. Elle partage la colère, la tristesse de la population, mais aussi son espoir et son énergie. Le surlendemain, elle se rend avec Franck à la Cité de la Joie, le centre de formation de la Fondation Panzi. Après l'hôpital et le centre d'accueil, c'est la dernière étape du processus de reconstruction des femmes violées. Ici, elles apprennent un métier et se préparent à prendre leur revanche sur la vie. Cette femme que vous voyez ici s'appelle Laurence. Elle est championne du monde de karaté. Nous les femmes, nous sommes aussi compétentes que les hommes. Nous les femmes, on peut aller sur la lune, on peut devenir pilote ou encore présidente. Laurence sait qu'elle fait du bien et inspire les femmes de Panzi. Mais elle veut aussi que son karaté dépasse les murs de la fondation. Sandra va la combler peu avant son départ en lui annonçant qu'elle a l'intention d'enseigner à son tour dans son quartier. Je peux aider d'autres femmes à pratiquer le karaté. Je suis obligée de le faire puisque ça m'a aidé. Il faut que, comme ça m'a aidé, je dois aussi le transmettre à d'autres personnes pour que la majorité ait cette connaissance. Puisque je pense que si toutes les femmes parviennent à avoir cette connaissance, il n'y aura plus encore de choses horribles dans notre pays. Ouais. Voir une femme qui fait du karaté, pour elle, pour certaines, c'était du jamais vu. Donc moi, c'est ce que j'essaie de leur apporter, c'est de la confiance et la conscience qu'elles sont, voilà, qu'elles existent à travers la pratique. Donc c'est pas simplement du self-défense, c'est une femme qui parle à d'autres femmes. C'est l'humain, c'est de l'amour, c'est de l'humain, ça va au-delà de... J'aimerais ne pas avoir à revenir. Parce que ça veut dire que si je reviens pas, ça veut dire que ça s'arrête.
Mais en même temps, c'est un flux de femmes qui se font violer. C'est des petites graines que je plante, j'espère qu'en même temps, quand je reviens en France et qu'on d'en témoigner, de dire ce qui se passe ici, et qu'il ne faut pas rester indifférent. Laurence, elle est trop gentille. Elle a tant d'amour pour moi. Elle a un grand cœur pour moi. La championne a dessiné des sourires d'espoir sur des visages qui ont trop pleuré, transmis un peu de force et de confiance. Elle part heureuse, mais inquiète aussi. Elle a raison. Le docteur Mukwege reste menacé et son entourage aussi. Moins d'un mois après le départ de Laurence Fischer, une sage-femme de l'hôpital Panzi a été tuée chez elle avec son mari, devant leurs enfants. Voilà. Voilà pour ce sujet. Donc, Laurence, une Française, va apprendre le karaté à l'hôpital de Panzi aux femmes violentées sexuellement pour qu'elles puissent se défendre. Bravo, Laurence. Il y a pas mal qui se disent noirs dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas des noirs, hein? C'est des blancs. Ils encouragent les viols, les massacres que l'homme blanc est en train de perpétuer en RDC. Au Congo-Brazza, au Gabon, au Cameroun, oui. Il y a pas mal qui sont dans les Facebook. Et il faut entendre, hein, quand il y a des marches. Je suis pana-africanisme. Je suis pana-africanisme. Je suis, et elles aiment dire, hein, je suis Amazon. Amazon. Mais Amazon de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous allez faire pas mal de pages des Ivoiriennes. Vous verrez, il y a plus des images de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Ils ne parlent pas. Ils ne mettent pas les trucs pour parler du Gabon. Hein. Parler des autres, hein, de la RDC où s'il y a des femmes qui sont des femmes comme elles. Hein. Ils n'en parlent pas. Non. Elles n'en parlent pas. Ça fait mal. Voilà comment l'homme blanc joue avec nous. Parce que les Africaines ne sont pas unis avec leurs sœurs africaines dans les douleurs. Il y a des gens qui doivent me prendre pour un con d'être dans les réseaux sociaux, mais je ne suis pas con. Je sais ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas con. Il y aura un jour, vous ne me verrez plus dans les réseaux sociaux, mais je serai dans des terrains. Oui. Oui. On ne va pas tout expliquer, non. On ne va pas tout donner les stratégies, non. Mais c'est quand même honteux. Pas mal sont dans les réseaux sociaux, mais ils ne servent à rien dans les réseaux sociaux. Hein? Est-ce qu'ils parlent des viols?
Est-ce qu'ils parlent des massacres dans leur propre pays que le Congo RDC? Ils n'en parlent pas. Hein. Il y a des vrais résistants, des vrais combattants. Ceux-là restent toujours dans la ligne droite. Eux, ils parlent toujours. Et ceux-là, je les respecte. Comme Maître Dino. Dino Will, il parle tout le temps. Hein? Guy Sipomba, le frère, il parle tout le temps. Hein? Et il y a Maître Jackson. Il y a Lambert Ngoy. Hein? Maître Jackson, ça parle. Sali du RCK, on parle. Mais est-ce que pas mal on parle? Bouche close.